Un nouveau monde est sur le point de naître de vos choix. Mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir la création de nouvelles histoires et suivre chaque chapitre de cette aventure. On continue? Le village de Saint-Renan, en Bretagne, était connu pour ses ruelles pavées étroites, ses vieilles maisons aux fenêtres bleu marine et la brume matinale qui s'y attardait, même en été. Là-bas, le temps semblait s'écouler à petits pas lents, et le moindre événement qui rompait la monotonie prenait des proportions légendaires. C'est dans ce cadre que, 32 ans plus tôt, une jeune fille de 17 ans nommée Élise Moreau avait disparu sans laisser de traces. L'affaire était devenue l'un des plus grands mystères de la région et, au fil des décennies, avait été étouffée par un silence collectif et l'absence de réponse. Mais aujourd'hui, pour la première fois, quelqu'un était prêt à creuser la question, à percer les secrets que beaucoup préféraient garder enfouis. Le protagoniste de cette histoire est Julien Mercier, un journaliste d'investigation de 42 ans, habitué à traiter les affaires négligées par les autorités. Julien s'était forgé une réputation en révélant erreurs, manipulations et omissions dans les enquêtes criminelles, et il disait que rien ne le dérangeait plus qu'une vérité occultée. Pourtant, malgré sa fermeté apparente, Julien portait ses propres fantômes, la mort prématurée de son père lorsqu'il avait 15 ans et le sentiment persistant d'avoir grandi en essayant de se prouver qu'il pouvait réparer ce qui n'avait jamais été entre ses mains. Ce passé ne le définissait pas, mais il le propulsait en avant, telle une force silencieuse. De l'autre côté de cette histoire se trouve Henri Beaumont, ancien conseiller municipal, aujourd'hui retraité, considéré par beaucoup comme un pilier de la moralité locale. Un homme à la forte présence, au regard sévère et aux paroles calculées. Pendant des décennies, Henri a œuvré au service public, ce qui lui a conféré une influence considérable à Saint-Renan. Il s'est toujours présenté comme le défenseur de l'ordre, du prestige et des traditions de la ville. Pourtant, de vieilles rumeurs circulaient discrètement dans les bars et les boulangeries, des récits des décisions controversées d'Henri, des pressions politiques qu'il aurait subies et de son attitude autoritaire durant les années où l'on enquêtait sur la disparition d'Élise. Rien de documenté, tout était insinué, comme si la vérité était toujours sur le point d'éclater, pour être aussitôt étouffée par des forces invisibles. Julien arriva à Saint-Renan avec un seul objectif: rédiger un long article sur les affaires non résolues et peut-être percer le mystère de la disparition d'Élise Moreau. Mais dès les premières heures, il comprit qu'il y avait autre chose, quelque chose que personne n'osait dire ouvertement. Les gens réagissaient étrangement lorsqu'il mentionnait le nom de la jeune femme disparue. Le boulanger détournait le regard, la bibliothécaire changeait de sujet, et même les jeunes, qui n'étaient pas encore nés, savaient que c'était un sujet tabou. C'était comme si toute la ville avait conclu un pacte tacite pour préserver une version officielle des faits. Cependant, Julien n'est pas venu demander la permission. Le premier indice concret apparut lorsqu'il découvrit un vieux registre de police locale, rangé sur une étagère en hauteur des archives municipales. Le document était couvert de poussière. Personne ne semblait l'avoir touché depuis des années. Les pages contenaient des notes sur les personnes interrogées à l'époque, les lieux perquisitionnés et les hypothèses abandonnées. Parmi ces documents, quelque chose attira son attention, une page arrachée. Julien passa ses doigts sur la déchirure irrégulière du papier, comme s'il pouvait ressentir la violence du geste qu'il avait arraché. Qui avait accès à ces dossiers? Qui aurait intérêt à effacer une partie de l'enquête? Pendant ce temps, Henri Beaumont, désormais âgé de 68 ans, observait discrètement les allées et venues de Julien. Il avait appris la présence du journaliste par des tiers, et bien qu'il ne laissât rien paraître d'inquiétude, ses gestes trahissaient un malaise grandissant. Il avait toujours pensé que certaines choses devaient rester du passé. Cependant, sa maîtrise de soi, si inébranlable au fil des ans, commençait à faiblir. Chaque nouvelle initiative de Julien, chaque personne qu'il recherchait, chaque document qu'il demandait, accroissait un risque qu'Henri croyait avoir éliminé à jamais. Le conflit entre le protagoniste et l'antagoniste n'était pas explicite, mais il couvait. Julien incarnait la quête inlassable de la vérité.
tandis qu'Henri symbolisait un pouvoir consolidé, bâti sur des secrets jalousement gardés. Et au cœur de ce choc planait encore l'ombre d'Élise Moreau, dont l'absence, même après tant d'années, semblait toujours résonner dans les ruelles silencieuses de Saint-Renan. Le premier élément du mystère apparut lorsque Julien décida de visiter l'ancienne maison des Moreau, désormais abandonnée. La façade était recouverte de mousse et la porte était verrouillée par 2 chaînes rouillées. En traversant la cour, son regard fut attiré par quelque chose d'étrange, une fenêtre ouverte au premier étage, bien que l'intérieur semblât avoir été négligé pendant des décennies. Il grimpa à une échelle latérale qui grinça sous son poids et, arrivé à la fenêtre, remarqua des traces récentes de poussière déplacées sur le rebord. Quelqu'un était passé par là récemment. Dans la pièce poussiéreuse, Julien remarqua un objet déplacé. Une petite clé posée sur le bureau, comme si elle y avait été déposée intentionnellement. Aucun mot, aucune indication sur ce qu'elle ouvrait. La clé semblait ancienne, en métal noirci, mais sans rouille. Qui l'avait mise là? Et pourquoi? En sortant de la maison, Julien eut l'étrange impression d'être observé. Il se retourna mais ne vit personne. Seulement le vent glacial de l'après-midi et le brouillard qui commençait à retomber, lent et épais, enveloppant la ville d'un voile silencieux. Le mystère était résolu. Et quelqu'un à Saint-Renan ne voulait certainement pas qu'il continue à creuser. Les jours suivants, Julien s'imprégna davantage du quotidien paisible de Saint-Renan, observant chaque détail de la ville comme un étranger qui perçoit ce que les habitants ont depuis longtemps cessé de remarquer. Il arpentait les ruelles étroites, où les cafés exposaient des chaises en osier sur les trottoirs, et où les vitrines regorgeaient de douceurs bretonnes typiques, comme le quignaman et le phare breton. Au premier abord, tout respirait la tradition et la convivialité, mais il lui suffisait de prêter attention quelques minutes pour constater que les conversations s'estompaient à son passage. Les regards curieux se muaient en une vigilance prudente, comme s'il portait en lui une menace invisible. Le cadre n'était pas qu'un simple décor, il influençait directement les choix et les réactions des habitants. Dans une petite ville comme celle-ci, où chacun connaissait l'histoire de tous, les secrets étaient jalousement gardés. C'est ainsi que Saint-Renan a survécu, en protégeant son image autant que ses habitants. Julien s'en rendit compte clairement lorsqu'il parla avec Marianne Le Goff, la propriétaire de la librairie du coin. Marianne avait une 50aine d'années, des cheveux gris impeccablement coiffés en chignon et un regard vif qui semblait scruter chaque mot prononcé par autrui. Elle le salua poliment, mais son corps trahissait une nervosité contenue. Marianne était une amie d'enfance d'Élise Moreau. Julien l'avait appris grâce à un vieil article du journal régional. Alors qu'il faisait semblant d'examiner un livre sur les légendes bretonnes, Marianne s'approcha et fit une remarque sans préambule. « Tu es venu à cause d'elle, n'est-ce pas ?» La phrase sortit à voix basse, presque comme un murmure. Julien leva les yeux, attentif au sous-texte. Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il observa la façon dont elle tenait le livre entre ses mains, le serrant avec une force inutile. « Oui, a-t-il finalement dit. Mais je ne veux raviver de douloureux souvenirs pour personne. J'essaie simplement de comprendre ce qui s'est passé. » Marianne acquiesça, mais son regard se porta furtivement vers la porte du magasin, comme si elle craignait d'être vue en train de lui parler. Il était clair qu'elle en savait plus qu'elle ne voulait l'admettre, mais elle nourrissait aussi une peur profonde de révéler le moindre détail. « Certaines histoires ne veulent pas être découvertes, » murmura-t-elle avant de s'éloigner. Julien n'insista pas, il se contenta de prendre note mentalement. Marianne pourrait être une source précieuse, mais elle ne parlerait que lorsqu'elle se sentirait en sécurité. La ville regorgeait de gens comme elle, des pièces d'un puzzle qui avait appris à se protéger. Un autre personnage important fit son apparition lorsque Julien visita l'ancienne école où Élise avait étudié. Il s'entretint avec M. Duret, un professeur d'histoire à la retraite qui fréquentait encore l'établissement pour participer à des événements et conseiller les élèves. Duret était un homme de grande taille, au teint clair et à l'air fatigué, mais doté d'une mémoire impressionnante.
Lorsqu'il évoquait Élise, cependant, sa voix trahissait un certain malaise. « Elle était brillante, » dit Duret, en ajustant ses lunettes d'une main tremblante. « Intelligente, sensible. Elle avait un don pour l'écriture. J'ai toujours pensé qu'elle irait loin si elle en avait eu l'occasion. » Julien remarqua le silence pesant, une suspension des mots non prononcés. Le professeur passa une main dans ses cheveux blancs, comme pour repousser des souvenirs douloureux. « Il y avait des troubles à l'époque, » a-t-il ajouté. La ville était différente, plus rigide, moins tolérante envers certaines personnalités. Julien voulait demander ce que cela signifiait exactement, mais il comprit que le professeur n'allait pas aborder ce sujet. Il changea donc de stratégie. Le nom d'Henri Beaumont apparaît dans plusieurs documents relatifs à la période de l'enquête, a commenté Julien. Il était très influent à l'époque, n'est-ce pas? La réaction de Duret fut presque imperceptible, un clignement d'yeux plus rapide, un ajustement soudain de sa posture. Henri a toujours été un homme de conviction profonde, répondit-il en pesant ses mots, et il pensait que Saint-Renan devait être protégé des influences extérieures. On ne peut nier qu'il a joué un rôle central dans certaines décisions. Julien perçut le poids caché de ces mots. Il était évident que pour le professeur, parler d'Henri revenait à s'aventurer en terrain dangereux. Mais cela ne faisait que renforcer l'importance de mener l'enquête à son sujet. Au-delà des personnages principaux, Julien commença à identifier des figures secondaires qui, même en marge, influençaient l'histoire. Pierre Lesage, l'ancien policier en charge de l'enquête, vivait désormais reclus, pêchant dans des lagunes lointaines. Il tenta de lui rendre visite, mais Pierre refusa de parler. « Le passé ne répond à rien », dit-il avant de claquer la porte. Claire Beaumont, la nièce d'Henri, était connue pour être proche d'Élise, bien qu'elle ait nié avec véhémence toute implication dans l'enquête à l'époque. Son regard inquiet racontait une autre histoire. Julien explora également plus attentivement le paysage urbain. La Bretagne, par son architecture et son atmosphère, dégageait une mélancolie qui semblait absorber les secrets. De vieilles maisons aux murs de pierre assombris par l'humidité, d'étroits balcons ornés de jardinières de lavande et une odeur persistante de pain chaud. La présence historique de la région, marquée par des châteaux médiévaux, des ruines et des légendes celtiques, influençait la mentalité des habitants, façonnant leur comportement et leur silence. Les traditions locales renforçaient le sentiment d'appartenance à la communauté et, en même temps, prévenaient toute tentative d'ingérence extérieure. Les fêtes culturelles, les messes du dimanche et les réunions communautaires étaient des événements quasi sacrés. C'est lors d'une de ces réunions, sur la place de l'église, que Julien fit une observation révélatrice. Henri Beaumont exerçait encore une influence, même à la retraite. On le saluait avec un respect excessif. Certains semblaient vouloir lui plaire, d'autres l'éviter. C'est là aussi que Julien aperçut Henri qui l'observait de loin, avec un regard mêlant méfiance et contrôle. Aucune menace explicite n'était proférée, mais le message était clair. Il était surveillé. Plus Julien avançait, plus il devenait évident que la vérité sur Élise était intimement liée à l'élite locale de l'époque, des gens qui, même 30 ans plus tard, continuaient de façonner le destin de la ville. Et pourtant, il y avait quelque chose que personne ne pouvait cacher. Le passé commençait à se réveiller. La ville semblait se refermer peu à peu sur Julien, comme si chaque pas qu'il faisait resserrait davantage le cercle de résistance que Saint-Renan avait érigé au fil des ans. La disparition d'Élise Moreau, jadis un mystère latent, ravivait de vieilles tensions, et Julien en ressentait l'impact dans chacun de ses mouvements, dans chaque expression tendue, dans chaque porte qui se refermait une seconde trop tôt. Le lendemain de la réunion communautaire, il décida de retourner aux archives municipales avec l'intention d'examiner d'autres documents, non seulement ceux de la police, mais aussi ceux de la mairie, de l'école et même de la paroisse. Il souhaitait comprendre le contexte général de l'époque, espérant y déceler des contradictions ou des lacunes qui révéleraient des informations cachées. À son arrivée, la pièce était partiellement éclairée. Un rayon de lumière perçait la poussière en suspension dans l'air.
L'atmosphère y semblait plus calme qu'auparavant et plus vide. Au comptoir, Arnaud, l'employé responsable, évitait le contact visuel. C'était un homme mince, au visage émacié et aux yeux agités, d'ordinaire organisé et méthodique. Mais ce jour-là, il semblait mal à l'aise. « Les documents que vous avez demandés hier ne sont plus disponibles », a déclaré Arnaud d'une voix raide, presque mécanique. Julien fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? Ils étaient disponibles hier. »« C'est un ordre du cabinet du maire », répondit l'employé, sans plus de précision, comme s'il connaissait la phrase par cœur. « Les archives sont en cours de réorganisation. Les documents anciens seront temporairement retirés. C'est une mesure de conservation. » Julien ne croyait pas un mot de cette explication. Il était clair que quelqu'un était intervenu, probablement Henri Beaumont ou un de ses subordonnés. La disparition soudaine des documents n'était pas une erreur administrative, c'était un acte de contrôle. On cherchait à entraver son enquête. Sans réagir ouvertement, Julien les remercia et quitta le bâtiment. Il savait que des manifestations explosives ne feraient que lui fermer encore plus de portes. Il lui fallait plutôt trouver des personnes disposées à dialoguer, des personnes prêtes à contester l'influence d'Henri, même discrètement. C'est au cours de ses recherches que Julien retrouva Luc Moreau, le frère aîné d'Élise. Il vivait à l'écart du centre, dans une maison modeste près de la forêt. Lorsqu'il frappa à la porte, Julien s'attendait à de la résistance. Mais l'homme qui ouvrit semblait porter le poids de décennies de silence. Luc avait presque 50 ans, des cheveux noirs, déjà grisonnants, des yeux profonds et des gestes lents. D'abord hésitant, il finit par laisser Julien entrer. La pièce était simple, peu meublée, et les murs couverts de vieilles photographies. Parmi elles, plusieurs d'Élise. Julien remarqua que sur beaucoup de photos, elle souriait d'un éclat sincère, mais que sur d'autres, son regard était soucieux, presque appréhensif, comme si elle était sur le point de révéler quelque chose sans jamais en avoir eu l'occasion. Luc s'assit dans un fauteuil usé et prit une profonde inspiration. « Ils n'ont jamais voulu qu'on trouve des réponses », dit-il en fixant le sol et en se tordant les mains. « Mon père a cru jusqu'au bout que l'enquête était entachée d'irrégularités. Mais personne ici n'a voulu contredire certaines personnes. » Julien comprit que Luc était sur le point d'en dire plus qu'il ne le souhaitait. « Croyez-vous que quelqu'un de la ville soit impliqué dans cette disparition ?» demanda-t-il d'une voix calme. Luc ferma les yeux un instant. « Je crois que ma sœur avait peur dans les semaines qui ont précédé sa disparition. Peur de quelqu'un d'important. Elle ne m'a pas dit de nom, mais elle a laissé des indices, de petites remarques. Une appréhension constante. Et puis, le silence. » Julien se pencha en avant, attentif. Une personne importante, une personne influente. Luc détourna le regard en serrant les doigts. « Je ne peux rien affirmer avec certitude. Mais elle a mentionné qu'elle subissait des pressions, discrètement, certes, mais c'était le cas. Et peu avant de disparaître, elle a écrit une lettre qui a disparu lors de la perquisition de la maison par la police. » L'évocation de la lettre fit s'emballer le cœur de Julien. Quelqu'un aurait-il une raison de cacher cela? Luc ne répondit pas. Son silence était plus éloquent que n'importe quel mot. C'était comme s'il craignait qu'exprimer ses pensées ne mette quelqu'un, peut-être lui-même, en danger. En quittant la maison de Luc, Julien sentit que le récit de l'affaire prenait une autre tournure. Le conflit ne se limitait plus à un affrontement entre lui et une ville réfractaire. Il opposait des vérités occultées à des pouvoirs ancestraux, des souvenirs refoulés à un passé que beaucoup souhaitaient encore oublier. Les motivations commencèrent à se dévoiler. La peur, la réputation, l'influence politique, et peut-être même quelque chose de plus sombre. Ce même jour, alors qu'il traversait la place centrale, Julien s'aperçut qu'il était suivi. Une silhouette vêtue d'un manteau sombre, toujours à distance contrôlée, observait chacun de ses mouvements. Le journaliste feignit de l'ignorer, mais son attention était entièrement rivée sur ce mouvement. À un moment donné, il tourna brusquement dans une rue adjacente, prétextant se rendre dans un magasin. Lorsqu'il se retourna pour faire face à son poursuivant, la rue était déserte. La silhouette avait disparu.
Julien continua d'avancer, mais désormais avec la certitude que quelqu'un essayait de l'intimider. Cette nuit-là, alors qu'il relisait ses notes dans sa petite chambre d'auberge, il entendit un craquement provenant de la fenêtre. Il se leva aussitôt, mais en l'ouvrant, il ne trouva que la rue déserte et le brouillard déchiré par le vent. Un simple morceau de papier était coincé entre les carreaux, comme s'il y avait été déposé à la hâte. Il le ramassa, le déplia, et n'y découvrit que 3 mots écrits à la main. « Arrêtez, ça suffit. Pas de signature, juste la vie. » Le conflit avait enfin cessé d'être subtil. Il était désormais explicite, direct, presque palpable. Julien prit une profonde inspiration. La menace ne le dissuadait pas. Au contraire, elle renforçait sa détermination. Si quelqu'un était prêt à prendre le risque de le menacer, c'est qu'il y avait quelque chose de bien plus profond caché à Saint-Renan. Et Julien se rapprochait de plus en plus de le trouver. Dans les jours qui suivirent, Julien comprit que l'enquête entrait dans une phase encore plus délicate. La menace anonyme marqua un tournant. Il ne s'agissait plus seulement d'une résistance passive de la ville, mais d'une action directe pour l'arrêter. Cela signifiait que quelqu'un considérait sa présence comme un véritable danger, ce qui rendait chaque indice d'autant plus précieux. Déterminé à élargir son champ d'investigation, Julien décida d'explorer un aspect qui lui avait jusqu'alors échappé, les registres paroissiaux. Il savait que, dans les petites villes, la paroisse faisait office d'archive vivante de la communauté, conservant non seulement des données, mais aussi des confidences et les tensions sociales. L'église Saint-Renan était un édifice du XVIIe siècle, orné de vitraux restaurés et d'une cloche dont l'écho résonnait 3 fois par jour dans toute la ville. Le curé, le père Michel, était un homme d'un calme imperturbable, aux cheveux blancs soigneusement coupés, et au visage empreint de sérénité et d'inquiétude. Julien demanda à s'entretenir discrètement avec lui, et le prêtre le conduisit à la sacristie, où les registres étaient classés dans de grands volumes reliés. « Une grande partie de ce que vous cherchez date d'une époque difficile, » dit le père Michel en ouvrant lentement l'un des livres. La ville a connu de profonds bouleversements après la disparition de la jeune femme. De nombreuses familles ont été déchirées. De nombreux péchés ont été enfouis. La façon dont il prononçait le mot « péché » attira l'attention de Julien, non pas à cause de son contenu religieux, mais à cause de son sous-texte moral et social. « Tu connaissais Élise » demanda Julien. Le prêtre prit une profonde inspiration. « Oui, elle allait souvent à la messe. Elle était sensible et observatrice. Elle semblait porter plus de soucis qu'une personne de son âge ne devrait en porter. » Julien se pencha en avant. « Des inquiétudes concernant une personne en particulier ?» Le père Michel ferma le livre. « Je ne peux révéler ni confession ni conversation privée. Mais je peux dire qu'à l'époque, des conflits latents opposaient certaines familles influentes. Des conflits qui, pour des raisons qui m'échappent, n'ont jamais été réglés en toute transparence. Henri Beaumont figurait clairement parmi ces familles. » Le prêtre détourna alors le regard et ajouta d'une voix plus basse « Il y a également eu un incident lors d'un événement communautaire, un événement qui a suscité un malaise et qui n'a jamais été correctement résolu. » Julien prit note mentalement. Cela pourrait être une pièce importante du puzzle. En quittant l'église, il décida d'enquêter sur l'événement. Il découvrit dans les archives du journal local que, quelques jours avant la disparition d'Élise, avait eu lieu le bal annuel organisé par la mairie, la fête d'été. Une soirée dansante traditionnelle, fréquentée en grand nombre par l'élite locale. Élise y était. Et d'après des notes éparses et des témoignages vagues, elle aurait été vue en train de se disputer avec quelqu'un en quittant la salle. Ces informations ont révélé une nouvelle intrigue secondaire, la danse comme élément crucial. Peut-être une dispute, une rencontre inattendue ou une confrontation a-t-elle déclenché les événements suivants. Mais qui était présent et pouvait témoigner? Julien chercha ensuite Claire Beaumont, la nièce d'Henri, qui était adolescente à l'époque et avait probablement assisté à la fête. Claire hésitait à le rencontrer, mais finit par accepter après quelques insistances.
Elle l'accueillit sur la véranda de la vieille demeure des Beaumont, un lieu imprégné de tradition. Claire était tendue, son regard fuyant constamment le sien, comme si elle craignait d'être observée même là. « J'ai déjà dit que je n'étais impliqué en rien dans tout ça », a-t-elle commencé sur la défensive. Julien ne l'a pas immédiatement mise sous pression. « Je veux juste comprendre le contexte de l'époque. Étiez-vous à la fête d'été cette année-là » Claire déglutit difficilement. Un long silence, presque douloureux. « Je l'étais, » répondit-il. « Et Élise ?» demanda Julien. « Et puis, » dit-elle en jetant un coup d'œil aux arbres du jardin, elle semblait différente, anxieuse, distante. Je me souviens qu'elle est partie plus tôt. Seule ? Claire hésita, sa respiration s'accéléra. Non, elle est partie accompagnée. Julien ressentit l'impact de cette révélation. Par qui ? Je ne peux pas, dit-elle rapidement en se levant. Ce n'est pas moi qui vais aborder ce sujet. Puis il entra dans la maison, mettant fin à la conversation. À présent, le puzzle commençait à se dessiner. Une fête, une sortie entre amis, une disparition, une lettre perdue, une page arrachée aux archives de la police. Chaque élément de l'intrigue s'imbriquait parfaitement, complexifiant l'affaire et renforçant le lien entre le passé et le présent. Entre-temps, la pression du temps s'intensifiait. L'enquête de Julien alimentait les conversations en ville. Dans les cafés et les marchés, on le regardait avec suspicion. À chaque conversation, à chaque tentative d'obtenir des informations, il sentait les forces locales se mobiliser pour le faire taire. Et, parallèlement, des signes indiquaient que le silence n'était pas du goût de tous. Cette ambiguïté maintenait la tension à son comble. Un autre élément de l'intrigue surgit lorsque Julien reçut une enveloppe anonyme glissée sous la porte de l'auberge. À l'intérieur se trouvait une vieille photographie. Élise, souriante, entourée de 3 fillettes et d'un jeune garçon. Au verso, une date de l'année précédant sa disparition et un seul mot écrit au stylo « Cherchez-moi ». Le visage du jeune homme sur la photo attira immédiatement son attention. Son sourire semblait trop figé et son regard posé sur Élise était d'une intensité troublante. Julien reconnut le jeune homme après l'avoir comparé à de vieilles photos du journal local. C'était Jean-Paul Lavigne, fils d'un marchand influent de la ville, et quelqu'un qui apparemment avait également assisté au bal. Jean-Paul devint ainsi un personnage important à étudier. Cela ajouta une nouvelle dimension narrative, directement liée au conflit principal. À la fin de cette journée, Julien avait plus de questions que de réponses, mais il disposait aussi d'une direction claire à suivre. Les intrigues secondaires n'étaient plus des détours, elles étaient devenues des axes convergeant vers un point central unique que Saint-Renan avait farouchement protégé. Julien le savait. Il s'approchait de trop près. L'enquête de Julien atteignait un point délicat. Chaque nouvel élément d'information semblait en révéler un autre, plus profond encore, comme si le passé de Saint-Renan était un enchevêtrement complexe de fils dissimulés sous des couches de silence. Mais le véritable tournant survint un matin gris où Julien décida de retrouver Jean-Paul Lavigne, l'homme de la photo anonyme. Jean-Paul n'habitait plus en ville. Il était parti depuis des années, mais sa famille tenait toujours la vieille boutique sur la place centrale. Elle était gérée par sa sœur cadette, Renée Lavigne, une femme d'une 30aine d'années, à l'allure défensive et au regard méfiant. Lorsque Julien entra dans la boutique, le tintement de la clochette au-dessus de la porte résonna comme un avertissement. Renée le regardait ranger les paquets sur une étagère. « C'est vous le journaliste », dit-il, sans chercher à dissimuler son ton prudent. « J'aimerais vous parler de votre frère », répondit simplement Julien. Renée cessa de ranger les produits. Elle se retourna lentement. « Jean-Paul n'a plus aucun lien avec cette ville », a-t-il déclaré. « Et il n'a rien à voir avec cette vieille histoire. » La rapidité avec laquelle il a évoqué cette histoire a attiré l'attention de Julien, mais il est resté calme. « Malgré tout, j'ai besoin de savoir où il est », a-t-il insisté. L'expression de Renée se durcit, presque comme si une porte intérieure s'était verrouillée. « Je ne peux pas vous aider », dit-il, et il retourna fouiller dans les rayons, mettant fin à la conversation. Julien avait compris, elle ne parlerait pas là.
Peut-être que, dans un autre contexte, loin des regards de la ville, elle céderait. Mais pour l'instant, ce n'était pas le moment d'insister. En sortant du magasin, Julien remarqua quelque chose d'étrange. Sur le trottoir, une voiture blanche était garée devant la porte. À l'intérieur, un homme d'âge mûr le fixait intensément. Julien resta immobile quelques secondes. Le conducteur détourna le regard, démarra le moteur et s'éloigna lentement, comme pour paraître désinvolte. Mais Julien se sentait mal à l'aise. Il était de nouveau observé. Il décida de poursuivre sa journée en suivant une autre piste, le bal annuel, la fête d'été. Il lui fallait découvrir qui organisait cet événement l'année de la disparition. Dans les archives du journal local, il trouva une liste des responsables. Parmi eux, Henri Beaumont, en tant que président honoraire, le maire de l'époque, Jean Morel, et un nom a retenu notre attention. Jean-Paul Lavigne, membre du comité des jeunes. Le lien devenait de plus en plus évident. Julien ressentait le poids de la coïncidence, ou plutôt de son absence. Un autre élément important est apparu lors de l'analyse de la photographie reçue anonymement. Bien qu'ancienne, l'image présentait des signes d'usure à certains endroits. Dans le coin inférieur droit, un léger flou était visible, comme si quelqu'un avait tenté d'effacer un visage proche du cadre, sans y parvenir complètement. À l'aide d'une loupe, Julien a observé une silhouette partielle. Une personne qui avait été présente et qui, pour une raison inconnue, avait été effacée de la photographie originale. Mais qui aurait intérêt à effacer ce détail? Et pourquoi quelqu'un lui aurait-il envoyé cette photo en particulier? Cette question resta en suspens jusqu'à la tombée de la nuit, lorsqu'un événement inattendu changea complètement le cours de l'enquête. De retour à l'auberge, Julien constata que la porte de sa chambre n'était pas verrouillée. Il s'approcha prudemment, le cœur battant la chamade. En poussant la porte, il réalisa qu'il n'y avait personne. Mais la chambre avait été saccagée. Ses notes étaient éparpillées, sa valise fouillée, et la fenêtre, qu'il se souvenait avoir laissée fermée, était entr'ouverte. Au centre du lit, il y avait une simple enveloppe. Julien l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule feuille de papier, sur laquelle était écrit au stylo, d'une écriture ferme, « Vous cherchez au mauvais endroit. Demandez-vous pourquoi personne ne parle du ballon. Commencez par ceux qui se cachent derrière leur dévotion. » Ces derniers mots ont pétrifié Julien. Elle se cache derrière la dévotion. C'était une référence directe au Père Michel. Jusqu'alors, le prêtre n'avait semblé qu'un observateur prudent, quelqu'un qui en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Mais à présent, le message laissait entendre qu'il participait activement à quelque chose de secret. Le mystère prenait une tournure inattendue. Déterminé à confronter le prêtre, Julien se rendit à l'église le soir même. L'endroit était désert, à l'exception de quelques bougies allumées près de l'autel. Leur lumière vacillante projetait de longues ombres sur les murs, créant une atmosphère pesante. Julien a appelé le prêtre. Pas de réponse. Il se dirigea vers la sacristie. La porte était entr'ouverte. Il la poussa prudemment. À l'intérieur, il trouva le Père Michel agenouillé, tremblant. Il ne priait pas. Il ne semblait même pas remarquer sa présence. Ses mains restaient posées au sol, sa respiration était haletante. « Père Michel » appela Julien en s'approchant. « Que se passe-t-il » Le prêtre releva lentement le visage. Ses yeux étaient injectés de sang. « Tu ne sais pas ce que tu fais » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Tu ne comprends pas ce que tu risques de déclencher. »« Que s'est-il passé au bal » insista Julien. « De qui était avec Élise ce soir-là » Le prêtre secoua la tête, comme s'il luttait contre des souvenirs douloureux. Il y a des péchés qu'on n'aurait jamais dû commettre, et d'autres qu'on ne devrait jamais confesser, dit-il, chaque mot empreint de tourment. Mais tous ont une racine, et cette racine se trouve chez la personne que vous soupçonnez le moins. Avant que Julien n'ait pu poser d'autres questions, le Père Michel s'est effondré en larmes. Ce n'était pas seulement de la culpabilité, c'était de la panique. Une peur profonde, viscérale, comme s'il avait protégé quelque chose si longtemps que l'idée de le révéler allait le détruire. Julien comprit qu'il avait franchi une ligne invisible. Désormais, plus rien ne serait simple, plus rien ne serait sûr.
En quittant l'église, un frisson glacial lui parcourut l'échine. Une prise de conscience soudaine et inévitable. La vérité était sur le point d'éclater, et quelqu'un cherchait désespérément à l'empêcher. Le point de basculement était arrivé. L'aube s'était abattue sur Saint-Renan lorsque Julien quitta l'église. Le brouillard revint, plus dense que jamais, estompant les contours des maisons et transformant les rues en étroits passages qui semblaient mener nulle part. Chaque pas résonnait sur le pavé mouillé, et la sensation d'être suivi le tourmenta à nouveau, comme une présence invisible marchant à quelques mètres derrière lui. Julien resserra son manteau et accéléra le pas. La conversation avec le père Michel l'avait profondément marqué. Ce n'était pas seulement la culpabilité évidente du prêtre, c'était quelque chose de plus sombre, comme si le prêtre portait le poids d'un secret capable de mettre la ville à genoux. Dès son arrivée à l'auberge, Julien verrouilla la porte de sa chambre en tournant 2 fois la clé. Puis, il glissa l'enveloppe mystérieuse au fond de son sac avec ses notes. Il devait organiser ses idées, et vite. Que signifiait « qui se cache derrière la dévotion » ? Pourquoi le prêtre avait-il réagi avec un tel désespoir? Et surtout, quelle était la véritable relation entre le ballon, Élise et Jean-Paul? Pour tenter d'aller de l'avant, Julien décida de consulter un vieil article de journal trouvé aux archives municipales. C'était un article modeste, paru quelques jours après la disparition. Il ne comportait que 2 petites photos. L'une montrait Élise lors de sa dernière apparition publique, l'autre, un groupe d'adultes et de jeunes se préparant pour le bal annuel. Et puis, Julien réalisa quelque chose qui lui avait échappé auparavant. Dans un coin de la photo de l'organisation, un visage partiellement dans l'ombre lui parut familier. Il le compara à la photo anonyme qui lui avait été remise. Le même visage flou, dans le coin inférieur, était celui de l'homme qui, à présent, observait les moindres faits et gestes de Julien, le conducteur de la voiture blanche. Son pouls s'accéléra. Quelqu'un effaçait les preuves et, en même temps, l'observait. Le lendemain matin, Julien décida de retourner voir René Lavigne. Il avait désormais plus d'informations et plus de questions. Le magasin était moins fréquenté à cette heure-ci, et René semblait tendu rien qu'à sa vue. « J'ai déjà dit que je ne pouvais pas vous aider », répéta-t-elle, visiblement nerveuse. « René, » dit Julien en s'approchant calmement, « ton frère figure sur la liste du comité du bal de fin d'année 1991. Il est sur la photo qu'on m'a envoyée, et quelqu'un essaie de le cacher. » René devint pâle, comme si elle avait reçu un coup. « Tu ne devrais pas t'en mêler », murmura-t-il en regardant la porte, comme s'il craignait que quelqu'un n'entre. « Que s'est-il passé cette nuit-là » insista Julien. « Votre frère a-t-il vu quelque chose? A-t-il été menacé ?» Elle prit une profonde inspiration, la voix tremblante. « Jean-Paul était trop jeune » a-t-il déclaré. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Julien ressentit le premier fil conducteur concret de la révélation. « De quoi parles-tu » René s'essuya les yeux, retenant les larmes qui menaçaient de couler. « La danse a toujours eu des traditions, dit-elle, des règles internes, des choses que les anciens organisaient. Mon frère ne l'a découvert que trop tard. Il était traumatisé. Il ne voulait plus rester à Saint-Renan après ce qu'il avait vu. Mais il ne m'a jamais tout dit, même pas à moi. »« Où est-il » demanda Julien. René hésita, mais réalisa qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. « Il habite à Lyon maintenant, » dit-il en notant discrètement une adresse sur un bout de papier. « Mais faites attention, s'il vous plaît. Si quelqu'un découvre que je vous ai donné ça... » Elle n'a pas terminé sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Julien le remercia et partit, glissant le papier dans sa poche. Mais au détour du chemin qui le menaçait vers la place centrale, il aperçut quelqu'un appuyé contre un mur qui l'observait, le même homme que celui de la voiture blanche. Cette fois, il ne chercha pas à le dissimuler. Il se contenta de fixer Julien d'un regard dur, comme un avertissement silencieux. Julien décida de faire comme s'il n'avait rien compris. Il continua son chemin jusqu'à la bibliothèque municipale. À l'intérieur, il trouva Margot Lefebvre, la bibliothécaire qui, depuis le début, avait donné des réponses évasives sur l'affaire. « J'ai besoin d'avoir accès aux journaux du bal de promo d'avant 1991, » a déclaré Julien sans embâge.
Margot le fixa un instant, comme pour étudier sa détermination, puis finit par soupirer. « Vous n'allez pas vous arrêter, n'est-ce pas ?» dit-il. Julien secoua la tête. Margot se dirigea vers une pièce qu'elle fermait habituellement à clé. Elle sortit son trousseau de clés de sa poche et ouvrit la porte, révélant une collection de vieux documents parfaitement rangés. Elle en sortit une boîte bleu foncé. « Si quelqu'un me pose la question, je ne vous l'ai jamais donnée, » a-t-il averti. Julien ouvrit la boîte sur-le-champ. Parmi les procès-verbaux, les invitations et les documents du bal, il découvrit une liste d'invités d'honneur. Son regard se figea à la lecture d'un nom, Henri Beaumont, mais ce n'était pas l'essentiel. Ce qui a vraiment attiré son attention, c'était une note manuscrite à côté de son nom, chargée de sélectionner les dames de la soirée. Julien sentit un frisson le parcourir. Dame de la nuit n'était pas une expression courante ni appropriée. Cela ressemblait à un titre informel et la connotation était troublante. Que signifiait-elle exactement ? Pourquoi un homme adulte aurait-il ce rôle lors d'un bal censément destiné aux jeunes ? Le sentiment que tout était lié, qu'Élise avait été choisie pour quelque chose, devint presque insupportable. En quittant la bibliothèque, Julien constata que l'homme de la voiture blanche avait disparu. Mais le silence de la rue semblait vibrer de la certitude que rien de tout cela n'était le fruit du hasard. Cependant, la révélation la plus troublante l'attendait encore. De retour dans sa chambre d'auberge, Julien trouva un nouveau mot sous la porte. Ni enveloppe, ni signature. L'écriture était ferme, tout comme sur le billet précédent. Si vous voulez des réponses, allez au hangar derrière l'ancienne scierie. Minuit. Allez-y seul. Julien sentit son estomac se nouer. Il n'y avait aucun doute. Celui qui écrivait en savait trop. Et, pour la première fois, il n'était pas sûr que ce soit une invitation à découvrir la vérité, ou un piège. Mais ils étaient allés trop loin pour faire demi-tour. À minuit, l'entrepôt déciderait de la prochaine étape, ou bien tout s'arrêterait là. La nuit enveloppait Saint-Renan d'un silence pesant, comme si la ville elle-même retenait son souffle, comme si elle attendait ce qui allait se passer dans le hangar derrière la vieille scierie. Julien marchait seul sur la route étroite, sans accélérer le pas, mais sans hésiter non plus. Impossible de prédire ce qu'il y trouverait, un indice décisif concernant Élise, un agresseur, un complice, ou peut-être simplement un nouvel avertissement l'incitant à abandonner l'enquête. Mais, pour la première fois depuis des semaines, il ne ressentait aucune peur. Il ressentait de la détermination. La scierie abandonnée se dressait sur un vaste terrain, entouré d'arbres aux ombres obliques. Le hangar était plongé dans l'obscurité, à l'exception d'un mince filet de lumière sous la porte principale. Julien prit une profonde inspiration, s'approcha et poussa lentement la porte, prêt à toute éventualité. À l'intérieur, une simple lampe suspendue éclairait un espace vide, à l'exception d'un homme assis sur une chaise en métal, la tête baissée. Lorsqu'il entendit la porte, il releva la tête. Julien s'est figé. Era Jean-Paul Lavigne. Plus âgé, usé par la vie, les yeux marqués par les nuits blanches. Mais c'était bien lui. « Je savais que tu viendrais », dit Jean-Paul d'une voix rauque. Julien fit 2 pas à l'intérieur, en gardant ses distances. « Vous m'avez fait venir ici, pourquoi ?» Jean-Paul regarda autour de lui, tendu, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un entre à tout moment. « Parce qu'il est temps que quelqu'un sache ce qui s'est passé », a-t-il répondu. « La vérité a été cachée pendant des décennies, et je ne veux pas porter ce fardeau toute ma vie. » Julien s'approcha lentement. Jean-Paul tremblait, non de peur, mais de culpabilité. « As-tu vu ce qui est arrivé à Élise ?» demanda Julien. Jean-Paul ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. « J'étais au bal, » commença-t-il. « J'ai aidé à l'organisation, mais seulement pour les tâches les plus élémentaires. Ce soir-là, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Des gens étaient éparpillés dans le gymnase, comme s'ils observaient quelque chose. Et il y avait des hommes qui n'étaient pas du village, des hommes importants, des gens qui n'auraient jamais dû être là. » Il déglutit difficilement. La règle était simple. Personne ne remettait en question la sélection de la soirée.
Je n'en avais aucune idée jusqu'à ce que je voie Élise emmenée dans l'arrière-salle par 3 d'entre eux. Julien sentit l'air quitter ses poumons. « As-tu essayé de l'arrêter » demanda-t-elle, s'efforçant de ne pas se laisser submerger par ses émotions. Jean-Paul rit, un rire faible et amer. « J'avais 17 ans. Ils m'ont menacé. Ils ont dit que si je parlais, ma famille en paierait le prix. Sa voix s'est brisée. J'ai été un lâche, j'ai fui. Je n'ai pas eu le courage d'affronter ces hommes, et je n'ai jamais eu le courage de retourner dans cette salle de sport. » Julien se rapprocha. « Qu'y avait-il dans cette pièce ?» Jean-Paul secoua la tête. « Je ne sais pas, j'ai juste vu la porte se fermer, puis j'ai entendu des cris étouffés. Et quand je suis revenu quelques minutes plus tard, il n'y avait plus personne. La pièce était vide, comme si Élise n'y avait jamais mis les pieds. » L'entrepôt resta silencieux quelques secondes. Seul le vacillement de la lampe rompit l'atmosphère pesante. Julien sentait que la vérité était enfin à sa portée, mais il manquait encore quelque chose. Une pièce essentielle du puzzle. « Pourquoi n'as-tu rien dit avant ?» demanda-t-il. Jean-Paul fixait le sol. « Parce qu'ils n'ont jamais cessé de me surveiller. Pendant des années, j'ai reçu des messages, des menaces, des appels anonymes. Ils disaient savoir où j'habitais, où travaillait ma sœur, quelle ruse empruntait ma mère. Ils contrôlaient tout, et ils le font encore. » Il leva les yeux et fixa Julien. « À ton avis, pourquoi l'homme dans la voiture blanche te suit-il » Julien frissonna. « Qui sont-ils » a-t-il insisté. Jean-Paul hésita, puis répondit. « Je ne peux pas le dire. Pas encore. Pas ici. Mais je peux vous emmener voir quelqu'un qui en sait plus que moi. La dernière personne à avoir vu Élise avant sa disparition et qui a réussi à s'échapper. La révélation a été un véritable coup de tonnerre. « Est-ce que quelqu'un a réussi à s'échapper » demanda Julien presque incrédule. Jean-Paul acquiesça. « Oui, et cette personne se cache depuis. Mais si je vous y emmène, vous devez me promettre d'être prudent. Elle est capable de tout pour que ce secret reste enfoui. » Julien s'approcha de lui. Il sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était plus seulement la quête de la vérité qui le motivait, c'était un besoin presque viscéral de réparer les injustices accumulées depuis des décennies. Il savait qu'il n'était plus le journaliste timide arrivé au village. Quelque chose en lui s'était endurci, renforçant sa détermination. « Je te le promets, » dit Julien, « emmène-moi à elle. » Jean-Paul se leva lentement et sortit une vieille clé de sa poche. « Je viendrai te chercher demain à 5 heures du matin, » dit-il. Avant que Saint-Renan ne se réveille, il ne se doute jamais de rien. Julien hocha la tête, sentant enfin sa confiance renaître. Pour la première fois, il avait quelqu'un à ses côtés. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Lorsqu'il quitta l'entrepôt, le petit matin lui parut moins oppressant. La lune émergea des nuages, éclairant le chemin du retour, comme si la ville, en silence, approuvait les pas qu'il avait osé faire. Julien avait le sentiment qu'il était enfin en train de changer. Non plus guidé par la peur, mais par l'impérieuse nécessité de justice, et bien qu'il ne le sût pas encore, la personne qu'il rencontrerait le lendemain matin allait bouleverser sa perception de la disparition d'Élise. Et quant à savoir qui réellement était au cœur de ce dark web, l'horloge de l'auberge affichait 4h47 lorsque Julien se réveilla, avant même que le réveil ne sonne. La nuit était à peine passée, mais son corps réagissait déjà comme s'il était en alerte depuis des heures. Il s'habilla rapidement, glissa ses notes essentielles dans sa poche et descendit l'escalier silencieux, en prenant soin de ne réveiller personne. L'air froid du matin lui fouetta le visage lorsqu'il ouvrit la porte, apportant avec lui une odeur de bois humide et de terre, typique de la campagne française. La ville dormait, mais une atmosphère d'inquiétude planait, comme si des ombres observaient silencieusement chaque détail. À 5 heures précises, une vieille voiture s'approcha par la route secondaire. Jean-Paul était au volant, le regard fatigué mais déterminé. Il ouvrit la portière passager sans dire un mot. Julien monta et la referma d'un claquement qui résonna dans la rue déserte. « On est en retard ?» demanda Julien. « Non » répondit Jean-Paul en accélérant le pas. « Mais plus vite on partira d'ici, mieux ce sera. »
La route qui sortait de Saint-Renan était sinueuse, bordée de champs endormis et de petites maisons en pierre. À mesure qu'ils avançaient, la ville s'éloignait, disparaissant lentement dans la brume. Julien ressentit une étrange sensation. Pour la première fois depuis son arrivée, quitter Saint-Renan lui donnait l'impression de respirer un air pur. « Où allons-nous » demanda Julien, les yeux rivés sur la route. « À une quarantaine de minutes d'ici, » dit Jean-Paul. Un village appelé Plouguerneau, la seule personne qui ait encore le courage de se souvenir de ce qui est arrivé à Élise, y vit. Julien observa le visage de Jean-Paul, éclairé par la faible lumière filtrant à travers les fenêtres. Il y avait quelque chose de nouveau, une détermination mêlée de peur. Un homme qui avait été en fuite pendant des décennies, mais qui décidait maintenant d'affronter son passé. « Elle s'est cachée tout ce temps ?» demanda Julien. « Elle n'avait pas le choix », répondit Jean-Paul. « Eux aussi voulaient la faire taire. » Le journaliste fixa l'horizon. Le mot « il » prenait tout son sens à chaque nouveau détail découvert, toujours dans l'ombre, toujours proche, toujours maître de ce qui pouvait être dit ou non. À l'approche de Plouguerneau, le ciel commença à s'éclaircir. Le village était petit, avec ses maisons modestes et ses ruelles étroites, calmes, sans prétention, typiques de la campagne bretonne. Jean-Paul s'arrêta devant une maison isolée, entourée d'un jardin négligé et d'un portail rouillé. « C'est ici, dit-il. » Julien sortit de la voiture et observa les lieux. Rien ne laissait supposer que quelqu'un y avait vécu des décennies de terreur. Jean-Paul s'approcha de la porte et frappa 2 fois, hésitant, comme s'il craignait de ne pas être reconnu. La porte ne s'ouvrit pas immédiatement. On entendit des pas légers, puis un silence calculé. Finalement, elle s'entr'ouvrit juste assez pour laisser entrevoir les visiteurs. Une femme d'âge mûr, les cheveux roux relevés en un chignon lâche, observait Jean-Paul avec prudence. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-elle fermement. « Je sais, Marianne, » répondit Jean-Paul. « Mais nous devons parler. C'est important. Il s'agit d'Élise. » La femme pâlit, mais ouvrit complètement la porte. Son regard, autrefois dur, trahissait désormais une certaine inquiétude. Elle regarda Julien. « Il est un journaliste, » expliqua Jean-Paul. « Il est sur le point de découvrir la vérité, plus près que quiconque depuis 30 ans. » Marianne hésita quelques secondes, puis elle soupira et leur fit signe d'entrer. La maison était simple, avec des meubles anciens et une légère odeur de thé. Marianne ferma les rideaux dès qu'ils furent installés dans le salon, comme si elle craignait d'être observée par la fenêtre. « J'ai besoin de savoir si je peux te faire confiance, » dit-elle en regardant Julien. « Je ne suis pas là pour exploiter qui que ce soit, » répondit-il calmement. « Je suis là pour comprendre ce qui est arrivé à Élise, et, si possible, pour empêcher que d'autres personnes ne soient réduites au silence. » La femme l'examina un peu plus longtemps avant d'acquiescer. « Qui t'a envoyé au bal ce soir-là » demanda Julien. « Moi, » répondit Marianne, le surprenant. « Nous étions amis, nous étions inséparables. Je n'aurais jamais imaginé ce qu'il faisait là-dedans. » Julien ressentit une oppression à la poitrine. Il entendait, mais il remarqua aussi comment Marianne évitait d'entrer dans les détails, comme si chaque mot qui sortait de sa bouche lui demandait un effort considérable. « Étiez-vous à l'école avec elle » demanda-t-il. « Oui. Et au bal aussi. Mais ils m'ont fait sortir de la fête plus tôt. Ils ont dit que le groupe d'invités de Marc était arrivé et que certaines personnes devaient être déplacées pour ne pas gêner. Je n'ai pas compris sur le moment. Je n'ai compris que plus tard, quand Élise n'est pas rentrée. Julien écrivait rapidement, la main ferme, sans perdre le fil de son écriture. « Qui étaient ces invités » demanda-t-il. Marianne regarda Jean-Paul avant de répondre. « Des hommes importants, » dit-elle. « Des hommes d'affaires, des politiciens régionaux, des gens riches. Ils finançaient le bal, mais il y avait des conditions perverses, et les organisateurs du village les ont acceptées. Une tradition sordide, mais très bien dissimulée. » Julien sentit son souffle se couper. C'était plus profond qu'il ne l'avait imaginé. « Et pourquoi vous » demanda-t-il. Marianne joignit les mains sur ses genoux. « Parce que j'ai vu Élise se faire emmener. » Sa voix tremblait. « J'ai essayé de la suivre.
J'ai vraiment essayé. Mais un des hommes m'a attrapé et m'a jeté hors de la pièce. Je n'ai vu que la panique dans ses yeux avant que la porte ne claque. Après ça, je ne l'ai plus jamais revu. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Jean-Paul baissa la tête, comme s'il revivait chaque détail traumatisant. Marianne prit une profonde inspiration et poursuivit. « J'ai été menacé pendant des mois. On m'a dit que si je parlais à qui que ce soit, ma famille en souffrirait. Puis j'ai découvert qu'une autre personne avait aussi essayé de parler avant de disparaître. C'est là que j'ai décidé de disparaître. Changer de nom, de ville, de vie. Et ne jamais retourner à Saint-Renan. » Julien était convaincu d'avoir trouvé la pièce manquante, mais il restait encore quelque chose à dire. « Marianne, qui dirigeait ce groupe ?» demanda Julien d'un ton ferme. Elle hésita. Une hésitation d'un autre genre, une hésitation profonde. Puis, finalement, il a dit « La personne que vous cherchez se trouve ici même, en ville. Il s'agit de quelqu'un de bien plus puissant que vous ne le pensez. » Julien sentit son cœur s'emballer. « OMS ?» Marianne ouvrit la bouche pour répondre, mais à cet instant, un grand fracas retentit à l'extérieur. Du verre vola en éclats dans la cuisine. Jean-Paul se leva brusquement. « Ils nous ont trouvés !» s'exclama Marianne. Julien n'eut même pas le temps de réagir. La tension montait, et la vérité enfin s'accompagnait de danger. Le bruit du verre brisé résonnait encore lorsque Julien se jeta derrière le canapé, entraînant instinctivement Marianne avec lui. Des éclats de verre jonchèrent le sol de la cuisine et une ombre fila devant la fenêtre. Jean-Paul se précipita vers la porte d'entrée et la claqua, bloquant le passage avec une commode. « Ils n'auraient pas dû nous trouver si vite !» cria-t-il, le souffle court. « Comment le savent-ils » demanda Marianne, la voix tendue. « Ils le savent toujours » répondit Jean-Paul d'un air sombre. Un autre coup de feu, cette fois sur le côté de la maison. Julien se releva lentement en restant accroupi. Il savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Tout cela, des décennies de silence, de manipulation et de violence, allaient être révélés. Et, pour la première fois, j'avais la nette impression d'être au cœur de quelque chose qui n'avait jamais été une simple enquête journalistique. C'était une confrontation. « Y a-t-il une sortie de secours ?» demanda Julien. Marianne désigna un couloir étroit. « Oui, mais il va directement dans l'abri à outils. Il reste à la vue de tous. » Julien a rapidement évalué la situation. S'il tentait de s'échapper par la porte d'entrée, il serait pris. Les fenêtres étaient endommagées. La maison était trop petite pour résister à une effraction. Il devait partir immédiatement, mais de manière réfléchie. « Jean-Paul, viens avec moi, » dit Julien. « Marianne, reste derrière nous. » Ils dévalèrent le couloir tandis que de nouveaux coups s'abattaient sur les fenêtres. La maison tremblait à chaque impact. Marianne ouvrit la porte de derrière et l'air frais du matin s'engouffra dans la cuisine. Le jardin était humide, jonché de feuilles. L'abri de jardin était à une dizaine de mètres, mais il paraissait bien plus loin. « Allons-y » murmura Jean-Paul. Ils se mirent à courir. Au troisième pas, Julien entendit un coup de feu. La balle passa si près qu'elle lui siffla l'oreille. Il se jeta à terre, entraînant Marianne avec lui. Jean-Paul courut se cacher derrière un tronc d'arbre, le souffle court. « Ils sont armés !» s'exclama Jean-Paul terrifié. Julien regarda d'où provenait le coup de feu. Un homme vêtu de noir, le visage dissimulé, s'était caché près de la clôture. Ce n'était pas le conducteur de la voiture blanche, c'était quelqu'un d'autre. Il y en avait peut-être d'autres. « Ils veulent éliminer les témoins », dit Julien d'une voix basse et ferme. « Et ils veulent te faire taire, Marianne. » Elle tremblait, mais son regard était celui de quelqu'un qui avait passé sa vie à fuir et qui était finalement épuisé. « Je ne cours plus », a-t-elle dit. « Pas aujourd'hui. » Julien lui tenait le bras. « Elle va vivre, oui. Aujourd'hui, vous dites tout, » répondit-il. « Nous allons la sortir d'ici. » Un deuxième coup de feu frappa le mur de la remise. Julien leva les yeux et remarqua quelque chose. La structure en bois était ouverte à l'arrière, donnant accès à une route étroite qui traversait le village. Une voie d'évacuation. « Il faut qu'on aille à l'entrepôt, » dit Julien. « Ils vont nous voir, » répondit Jean-Paul. « Seulement si nous restons immobiles, » rétorqua Julien. Tous trois se mirent à courir en même temps. Des coups de feu sifflèrent au sol, soulevant des nuages de poussière.
Julien avait le souffle coupé, mais il ne s'arrêta pas. Arrivé à la remise, il poussa Marianne à l'intérieur et referma la porte. « Par derrière !» cria-t-il. L'ouverture était étroite, mais suffisamment large pour passer. Une vieille voiture était garée à quelques mètres. Marianne se gara en la voyant. « Attendez, je connais cette voiture !» dit-elle, confuse. « Ça n'a pas d'importance, » répondit Julien. « Entrez !» Mais à ce moment-là, la porte latérale du hangar fut forcée. Julien se retourna aussitôt et se figea. L'homme qui entra tenait un pistolet. Une vieille cicatrice lui barrait le sourcil gauche. Il avait maintenant enlevé son masque. Il était au volant de la voiture blanche. Le même homme qui suivait Julien depuis ses premiers jours en ville. « Tu n'aurais jamais dû revenir pour ça, Jean-Paul » dit-il en s'approchant. Jean-Paul recula de 2 pas, tremblant. « Je ne pouvais plus m'enfuir, Patrice. » Julien fixa l'homme intensément. Il connaissait enfin son nom, Patrice. « Tu fais partie du groupe qui a fait la sélection de la soirée, » dit Julien, essayant de le contrôler par les mots. Patrice le regarda avec dédain. « Tu ne sais rien, » répondit-il, « et tu ne le découvriras jamais. » Il leva son arme. Julien sentit son corps réagir, avant même d'avoir pu réfléchir. Il fit un pas de côté, ramassa un outil au sol, et le lança sur son agresseur. Patrice esquiva, mais perdit l'équilibre un instant. Cela suffisait. Jean-Paul l'attaqua sur le côté, le plaquant contre le mur. Le pistolet tomba au sol. Marianne hurla. Julien se précipita pour ramasser l'arme, mais Patrice fut plus rapide. D'un coup de poing au visage, il assomma Jean-Paul et se jeta sur Julien. Les 2 hommes se battaient à même le sol de l'entrepôt. Julien agrippait le bras armé de son adversaire et poussait de toutes ses forces. Patrice était plus fort, mais Julien était guidé par une force supérieure à la force physique, la certitude que cela devait cesser. Marianne, désespérée, s'empara d'un tournevis et frappa Patrice au bras. Il hurla de douleur. Julien profita de l'occasion et repoussa l'arme. Tous 3 roulèrent au sol. Patrice se leva, tituba et sortit par la porte de derrière, fuyant dans la rue. Julien resta là, essoufflé et encore sous le choc, tandis que Jean-Paul s'approchait en boitant. « Il va prévenir les autres, » dit Jean-Paul. « Il faut qu'on parte d'ici tout de suite. »« Où allons-nous » demanda Julien. Marianne le regarda droit dans les yeux, son regard désormais plus déterminé. « À Saint-Renan, » répondit-elle. « C'est là que tout a commencé, et c'est là que tout finira. Je n'ai pas fui pendant 30 ans pour mourir en silence. » Julien hocha lentement la tête. Marianne était enfin prête, Jean-Paul aussi, et Julien sentit que quelque chose avait changé à jamais. Ils allaient droit dans les ténèbres qui hantaient Saint-Renan depuis 1991. Et cette fois, personne n'y échapperait. La route de Saint-Renan semblait plus étroite que dans les souvenirs de Julien. Le brouillard s'accrochait à l'asphalte, comme si le village respirait lentement après une longue période d'étouffement. Y retourner en voiture, après la dispute dans la grange, c'était presque comme revenir sur un champ de bataille abandonné, celui où Marianne avait perdu la vie et où, silencieusement, un réseau de violence s'était dissimulé pendant des décennies. Marianne était assise à l'arrière, observant le paysage d'un regard vide mais déterminé. Son visage portait encore la tension de la confrontation, mais il y avait désormais quelque chose de différent en elle, une sorte de libération troublée, comme celle de quelqu'un qui sait que, quoi qu'il arrive, la vérité finira par éclater. Jean-Paul, debout près de Julien, gardait le regard fixe devant lui. Il n'avait pas dit un mot depuis qu'ils étaient montés dans la voiture, peut-être par peur, peut-être par honte. Peut-être parce que trop de secrets se dévoilaient à la fois, et qu'aucun n'avait la force d'en contenir un de plus. Arrivée à l'entrée du village, Marianne demanda à s'arrêter. « J'ai envie de marcher », a-t-elle dit. Julien se gara près de la vieille station-service abandonnée. L'endroit ressemblait trait pour trait aux photos des années 90, ampoules grillées, peinture écaillée et un silence pesant. Marianne sortit de la voiture, inspirant l'air froid comme si elle replongeait dans une époque qui lui avait été volée. « C'est ici, » dit-elle en désignant la rue étroite qui menait à la place centrale. « C'est ici qu'ils m'ont attrapé cette nuit-là. » Jean-Paul ferma les yeux.
Julien posa la main sur l'épaule de Marianne. Elle ne broncha pas. « Tu es en sécurité, » dit-il, bien qu'il sût que c'était une promesse impossible. Ils se dirigèrent vers la place. Le village dormait encore, mais quelques fenêtres s'illuminaient lentement. La vieille église se dressait imposante à l'arrière-plan, ses murs portant les mêmes marques du temps que l'histoire de Marianne. « Père Marcel, » murmura-t-elle, « il a tout vu, il a tout dissimulé. »« Est-il encore en vie ?» demanda Julien. « Oui, » répondit Jean-Paul. « Il habite dans la maison à côté de l'église. » Marianne prit une profonde inspiration. « Alors, allons-y. » Le trio marchait sur l'étroit trottoir, et le bruit de leurs pas résonnait comme si la ville elle-même les écoutait. Arrivé devant la maison du prêtre, Damien, désormais un vieillard fragile, apparut sur le seuil, comme s'il était déjà au courant de leur visite. « Marianne, dit-il, la voix tremblante d'un mélange de surprise et de peur, je te croyais morte. » Elle le fixait avec une telle intensité que Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je suis morte, » répondit-elle. « Mais vous ne m'avez pas enterrée correctement. » Damien recula d'un pas. Ils entrèrent. La maison sentait le moisi, les vieux livres et une confession non résolue. Au centre de la pièce, Marianne commença son témoignage. Pour la première fois, elle raconta tout, nom, date, détails, lieu. Jean-Paul compléta ce dont elle ne se souvenait plus. Julien enregistrait. Sa voix tremblait, mais elle ne faiblit pas. Chaque phrase semblait la libérer d'un poids qu'elle portait depuis ses 16 ans. Damien tenta de nier, de justifier, de prier, mais rien ne put arrêter le torrent de révélations qui finit par jaillir. Quelques heures plus tard, quand Marianne eut terminé, la ville semblait différente. Peut-être parce que, pour la première fois, quelqu'un avait eu le courage de dire ce que tout le monde avait toujours su et que personne n'avait osé affronter. Julien a transmis les documents à la police le matin même. Plus tard, des sirènes ont retenti dans la rue. Des arrestations ont eu lieu. Des perquisitions ont été menées. De vieux noms oubliés depuis longtemps ont refait surface dans les rapports de police. Et parmi elles se trouvait celle de Patrice, capturée alors qu'elle tentait de fuir en voiture à la frontière du département. Quand le calme fut revenu, Marianne se tint devant l'église. Le soleil fit enfin son apparition, illuminant le village d'une lumière pâle, presque timide. « Tu crois que c'est fini maintenant ?» demanda Julien. Elle sourit pour la première fois. « Je ne sais pas, » a-t-il répondu, « mais aujourd'hui, pour la première fois, je n'ai pas peur. » Julien acquiesça. Il savait que pour elle, c'était plus que de la justice. C'était une survie tardive. C'était reconquérir son nom, son histoire, son passé. Un passé qu'ils avaient tenté d'effacer, mais qu'elle, contre toute attente, était parvenue à retrouver. Après leurs adieux, Marianne s'éloigna dans la rue comme si elle réapprenait à vivre. Jean-Paul l'accompagnait, et Julien les regarda disparaître parmi les vieilles maisons qui, à présent, semblaient moins menaçantes. Avant de retourner à la voiture, Julien contempla une dernière fois Saint-Renan. Le village, si beau et si cruel, se dévoilait enfin. Le mystère qui avait duré des décennies avait enfin pris fin, et la vérité, enfin, avait triomphé. Des mois plus tard, Julien est retourné à Saint-Renan pour la première du documentaire qu'il avait réalisé sur l'affaire. La petite salle communautaire était comble. Les résidents regardaient en silence, beaucoup confrontés pour la première fois à leur propre histoire. Marianne n'y est pas allée. Elle préférait prendre un nouveau départ loin de chez elle. Mais elle a envoyé un court message. « Maintenant je peux vivre ». Jean-Paul, désormais plus âgé, a discrètement exprimé sa gratitude après la projection. En partant, Julien traversa la place illuminée. Le village semblait respirer différemment. Il n'y avait pas de fête, seulement un soulagement silencieux. La vérité, enfin révélée, a commencé à reconstruire ce que la peur avait détruit. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos réflexions sur la façon dont la vérité peut transformer des vies, même lorsqu'elle arrive trop tard. Des cas comme celui de Claire existent partout dans le monde, attendant que quelqu'un ait le courage de se replonger dans l'oubli. Parlez-en. Débattez,
questionnez. Les histoires vraies ne prennent de la force que lorsqu'elles donnent la parole à de nouvelles personnes. Si ce récit a suscité en vous un sentiment d'inquiétude ou d'espoir, gardez-le en mémoire. Le changement commence lorsque nous choisissons de ne plus ignorer le silence. Quelle partie vous a le plus marqué? Je suis là pour continuer à explorer cet univers avec vous.